Bienvenue à cette autre édition du Lab. Monsieur Christian Page, bonjour. Salut, Éric Nolin. T'as un petit teint de gars qui a sorti sa décapotable. Le temps était propice à Ouais, hein? une balade routière. Cette semaine, on vous a demandé de nous envoyer des questions Oui. pour Christian. Ce que vous avez fait d'ailleurs, on aura l'occasion de répondre à quelques-unes des questions dans quelques instants. Et je vous annonce déjà qu'il y aura une édition 2.0 du Lab secret. On ne peut pas dire quand parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. Non, c'est ça. Mais c'est une... À noter. Oui, mais je pourrais vous dire que ce serait une façon de faire les émissions qui ne s'est jamais vue avant. Exact. On a décidé de l'appliquer comme ça sur la formule du Lab secret. Alors, Oui. on verra. En attendant, on commence tout ça avec le bloc nouvelle. Mon cher Christian, je te parle cette semaine d'un homme qui s'est fait mettre en prison pour cause paranormale. Je t'explique. Le gars s'appelle Stephen Young, un gars de 35 ans, qui a été accusé du meurtre en février 2017 de Harry et Nicola Fuller, qui sont deux résidents de Sussex en Angleterre. Okay. Il les connaissait, ils étaient partenaires dans une entreprise ensemble. Le bonhomme avait des problèmes d'argent, mais au final, quand même, c'est lui qui, semble-t-il, aurait commis le meurtre. Mais lorsque, la journée même où on l'a rendu coupable, le juge a appris que les jurés avaient été séquestrés et avaient joué au Ouija pour rendre leur sentence. Who killed Nicola? S T E P H E N. Stephen Young. Alors, naturellement, quand ça s'est su, on a annulé tout ça. Il est revenu devant la cour quelque temps après. Il a toujours été reconnu coupable, c'est ça qu'il faut savoir. Mais il y a encore des gens qui continuent à croire que c'est ce fameux Ouija qui est responsable de la condamnation de monsieur. Alors donc, pour ceux qui croient au Ouija, c'est 1-0 pour le Ouija. Et pour ceux qui croient à la justice, c'est 1-0 pour la justice. Tu me parles de quoi? Écoute, puisque tu parles du Ouija et de la communication avec l'au-delà, Oui. je vais t'amener dans un endroit qui est tout à fait exceptionnel. Et l'occasion est propice pour en parler parce qu'il y a quelques semaines est sorti, maintenant c'est disponible sur Netflix, c'est sorti maintenant en format DVD, Oui. La malédiction Winchester. Et La malédiction Winchester est un film qui raconte l'histoire de Sarah Winchester. C'est bien sûr une adaptation très libre des événements réels. Donc, les événements réels, quels sont ces événements? Faut savoir que Sarah Winchester, je te ramène un peu dans le passé, on est en 1881. Elle est l'épouse de William Wirt Winchester, qui est le fils de l'inventeur de la carabine Winchester. OK, quand même. Donc, il décède en 1881. Il laisse à son épouse, bien sûr, une fortune quasi inépuisable. Sarah Winchester avait eu un enfant unique, une petite fille qui est décédée en 1866. Et elle s'est toujours un peu considérée comme maudite à cause, bien sûr, de la carabine Winchester, qui était un peu le nec plus ultra dans la conquête de l'Ouest. Ouais. Donc, après la mort de son époux, Sarah Winchester va rencontrer des médiums de la région de Boston. Il faut savoir qu'elle habite à ce moment-là le Connecticut. Et l'un de ces médiums va confirmer en fait qu'elle est maudite. Elle est maudite à cause de cette carabine Winchester. Et il lui dit, tant et aussi longtemps, vous devez construire une résidence pour les âmes errantes, décédées au bout d'une carabine Winchester. Non, pour vrai? Oui. OK, on parle de centaines et de centaines de personnes. Là. Absolument. Et là, donc, on a tous ces âmes errantes dans l'au-delà. Et le médium dit à Sarah Winchester, il dit, tant et aussi longtemps que les marteaux résonneront, tant et aussi longtemps que les scies se feront entendre, les esprits vous laisseront en paix. Alors, Sarah Winchester va vendre sa résidence du Connecticut. Elle habite à New Haven, au Connecticut. Elle va se rendre sur la côte ouest américaine. Et à un moment donné, alors qu'elle se trouve dans la vallée de Santa Clara, on est ici au sud-est de San Francisco, à peu près 1 heure de route de San Francisco. Ces images-là sont vraiment magnifiques. Oui, absolument. C'est beau. tourné de manière remarquable. Donc, elle se retrouve dans la vallée de Santa Clara. Elle voit une résidence en construction. Les esprits, dit-elle, lui disent « c'est ici ». OK. Donc, Sarah Winchester rencontre les propriétaires. Évidemment, comme elle jouit d'une fortune quasi inépuisable, elle convainc aisément les propriétaires de lui céder cette résidence. Et là, à partir de là, durant les 36 années qui vont suivre, Sarah Winchester va faire construire la plus grande maison privée au monde.
Ah, c'est pour ça qu'il y a des bouts qui ont comme pas rapport. C'est magnifique. C'est une maison qui contient à peu près 160 pièces. On a, si tu veux des chiffres, on a comme 10 000 fenêtres, 7 000 cheminées, des chiffres qui sont absolument Tu me astronomiques. contais qu'il y a des escaliers, bon, un qui ne mène à Bien sûr, rien. Bien sûr, parce que Sarah Winchester recevait ses indications des esprits. OK. Et moi, j'y suis allé à quelques reprises dans cette résidence-là. C'est vraiment, ça donne l'impression qu'on est dans une maison de fous, comme on pourrait en voir dans des fêtes foraines. OK. Écoute, on a des escaliers qui mènent dans des plafonds, des escaliers qui montent à peine d'un étage, mais on a 60 marches pour monter d'un étage. Un peu parce ça, que tu déboules les marches, ça dure 10 jours. Chaque marche a à peu près 2 cm de haut. Il faut savoir que c'est vrai, Madame Winchester souffrait de... elle avait de l'arthrite. Or, évidemment, le fait que les marches n'étaient pas très hautes lui permettait de monter plus aisément, mais en même temps, ça Ouais. faisait travailler les ouvriers. Et parfois, on détruisait des parties de la maison pour en construire d'autres nouvelles. Le but était uniquement d'entretenir les travaux. Combien de temps Et ça va durer, Sarah tout ça? Winchester va décéder en 1922. Sa résidence sera léguée éventuellement à la vallée de Santa Clara et au gouvernement. OK. Parce que, bon, évidemment, qui voudrait acheter une telle maison? Bien Ouais, sûr. qui aurait les moyens aussi. Bien sûr, aurait Ouais. les moyens. Aujourd'hui, la maison de Sarah Winchester est l'une des attractions les plus courues après peut-être dans la région de San Francisco, le pénitencier d'Alcatraz. Les gens, évidemment, on raconte que la maison est hantée. Il n'y a pas de preuve de ça? Il n'y a pas de preuve. Chaque émission, on le sait depuis quelques années, on a des émissions genre télé-réalité où on suit des chasseurs de fantômes. Ouais. Je pense que tous les groupes de chasseurs de fantômes médiatisés, entre guillemets, se sont donné rendez-vous à la maison Winchester. On organise également des tours de nuit dans la maison. Oui. Ça donne le frisson, mais tu l'auras compris. Une maison de 160 pièces, 10 000 fenêtres, qui a plus Ça doit d'un être siècle. magique. Honnêtement, Bien là- sûr, c'est magique. Oui. On entend des craquements partout. D'ailleurs, tout récemment, on a découvert une pièce au grenier qu'on n'avait jamais vue. Ah! Donc, depuis un siècle, Sarah Winchester avait fait murer la pièce et on vient, il y a quelques années, Wow. c'est 2 ou 3 ans à peine, on a découvert cette nouvelle pièce-là. Donc, elle décède en 1922. La maison est devenue aujourd'hui une attraction touristique excessivement courue. Et si les gens... D'ailleurs, il y a un truc amusant. Il y a une porte où il est inscrit au-dessus de la porte « Door to Nowhere », une porte vers nulle part. OK. Et quand tu l'ouvres, tu tombes dans le vide de 4 mètres. Donc, On vous aura averti. on vous aura C'était averti. écrit. Donc, absolument, si vous êtes dans la région de San Francisco, il faut absolument faire un détour par la maison de Sarah Winchester. Oui. La maison est-elle hantée? Difficile à dire. On n'a pas de preuves convaincantes de ces manifestations de Mais l'au-delà. beaucoup de craquements. Mais comme tu dis, beaucoup de craquements. Et c'est tellement magique d'être dans cette résidence qui a une histoire unique dans Ouais. les annales du surnaturel, de l'inexpliqué, et qui a marqué l'histoire du spiritualisme. Parce qu'il faut savoir, à l'époque où Sarah Winchester va faire construire sa maison, elle s'adonne à une religion naissante, en fait, OK. une religion qui s'appelle le spiritualisme. Donc, on croit qu'on reçoit des messages de l'au-delà, et c'est né dans la foulée du spiritisme qui est apparu au milieu du 19e siècle. Donc, Sarah Winchester est un peu un porte-étendard de toute cette croyance des communications avec l'au-delà, et elle a dédié à ses fantômes la plus grande résidence privée au monde. Quand même. Ouais, absolument. Restons dans les croyances, mon cher Christian. L'Arbre secret, saison 2, épisode 1. Tu m'as parlé du suaire de Turin. Absolument. Ce morceau de drap de lin jauni d'à peu près 4 mètres et demi, représentant l'image de quelqu'un qui aurait eu les marques de la crucifixion. Pour plusieurs, c'est l'image de Jésus-Christ. Et bon, naturellement, il y a des traces de sang sur ce drap-là. Grâce à de récents procédés, on a découvert dans ces traces de sang-là des marqueurs qui indiqueraient que l'homme à qui appartient ce sang serait mort dans d'atroces souffrances. Ce que je te résume bien. Voilà, absolument. Bon. Là, on aurait trouvé, semble-t-il, une façon de recréer Jésus en 3D. On a regardé la disposition des marques. On a dit, si c'était un homme de telle ou telle grandeur, ça arriverait environ à tel niveau. Et on peut voir les images présentement. On a refait, naturellement, on a mis le visage du Christ tel que nous, on le connaît dans la culture populaire, sur ce personnage en 3D, qui, semble-t-il, serait pour l'époque très grand. On dit qu'il y a 2000 ans, la moyenne des gens, c'est un peu comme... Combien tu mesures? Moi, je mesure 5 pieds 5. Bon, la moyenne des gens était vraiment de 5 pieds 5. Jésus mesurait 5 pieds 11, 5 pieds 11 et demi. Grand comme toi. Voilà. Donc, dans notre couple, je serais Jésus. Et je serais le larron. Tant que t'es pas Judas, ça va être correct. Donc, on le voit là présentement, c'est un Jésus en 3D. Et on en a parlé un petit peu avant l'émission, ton point est très bon. Moi, je me disais,
il y a deux types de croyances là-dedans. Les gens qui vont croire vraiment que c'est Jésus, donc c'est une preuve de plus pour dire qu'il a existé. Absolument. Et d'autres gens qui vont dire ça peut être n'importe qui pouvait à l'époque avoir été crucifié. Mais ta réponse est très bonne. Oui, parce que ça ne peut pas être n'importe qui a été crucifié, parce qu'il faut savoir que si c'est vrai que la crucifixion était une mise à mort commune sous l'Empire romain, Oui. et notamment les prisonniers de droit commun, et c'était le cas par exemple de Jésus, donc les Romains étaient passés maîtres dans l'art de la crucifixion, il n'existe dans l'histoire qu'un seul crucifié qui a eu à la fois, qui a passé par le fouet, qui a eu une couronne d'épines et qui était percé au flanc par Ouais. une lance romaine, parce que généralement, lorsque le soleil se couchait, on brisait les jambes des suppliciés pour accélérer le décès sur qu'il la meure croix. étouffé. Alors, dans le cas de Jésus, on a simplement percé le flanc, à la demande de la famille proche de Jésus, on a percé le flanc du Christ. Donc, il n'avait pas les jambes brisées. C'est le seul à avoir porté une couronne d'épines, le seul également à avoir été flagellé, comme le rapportent les évangiles. Oui. Alors, dans le cas du Saint-Suaire de Turin, Il reste ou de deux choix. l'imagerie que l'on a de ce Jésus, ou bien il s'agit d'une fraude, Ouais. quelle que soit la mécanique, la technique utilisée par le faussaire, que ce soit par une sorte de projection de l'image, ou parce qu'on aurait crucifié quelqu'un qu'on aurait voulu faire passer pour Jésus, Oui. pour pouvoir faire la toile ensuite, peu importe. Mais de deux choses l'une, ou bien il s'agit d'une fraude, ou bien il s'agit de l'authentique linceul du Christ. Et on terminera avec toi. Oui, moi, je vais te terminer avec quelque chose de tout vas à me fait... terminer. Oui, je vais Termine-moi ça, mon gars. Oui, je vais terminer notre bloc nouvelle avec une histoire tout à fait exceptionnelle. On le sait, lorsqu'il est question d'OVNI, les autorités sont généralement lentes, même très lentes, à rendre publique de l'information. Ouais. Et depuis quelque temps, depuis quelques mois, en fait, on est assez surpris de voir que le Bureau fédéral, l'administration américaine pour l'aviation civile, la FAA, à 2 reprises au cours des derniers mois, elle a rendu des informations, des communications entre des pilotes, des contrôleurs aériens sur l'observation d'OVNI. Et l'histoire que je te raconte aujourd'hui... Question, est-ce que depuis qu'on a déclassifié certains documents, est-ce qu'ils sont plus transparents? Non, je te dirais que moi-même, je m'explique mal. Ce n'est pas tant le fait que ces documents étaient gardés sous clé. C'est simplement une espèce d'ouverture d'esprit, je ne sais trop, en fait, une nouvelle façon de faire OK. au Bureau de l'aviation civile. Mais ces informations sortent maintenant beaucoup plus aisément qu'il y a quelques années. Et en février dernier, alors qu'on avait 3 appareils qui étaient en vol à la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, l'un de ces pilotes sur un Jet Lear, un appareil dont le nom de code était le numéro 37, communique avec la tour de contrôle. Et là, on va entendre les enregistrements audio qui sont tout à fait exceptionnels. Le pilote dit, écoutez, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a dépassé il y a une trentaine de secondes? Et le contrôleur aérien de répondre non, négatif. Et là, il communique, à un moment donné, il y a un pilote de la WestJet qui intervient, ça doit être un OVNI. Et là, ensuite, on communique avec l'appareil qui est techniquement le plus près de la manifestation, Ouais. entre guillemets, qui est un vol de l'American Airlines, le vol 1095. On communique donc avec l'appareil et on lui dit, si vous voyez quelque chose, nous, on ne voit rien sur les radars, mais si vous voyez quelque chose, informez-nous. Et quelques secondes après, on entend le pilote qui dit, c'est tout à fait exceptionnel, ça vient de me dépasser, je ne sais pas ce que c'était, Ah, mais ouais. c'est lumineux. Et là, il raconte le truc. Number 71 Papa Golf, go ahead. And there was anybody above us that passed us like 30 seconds ago? Number 71 Papa Golf, negative. A UFO. American 1095, let me know if you see anything pass over you here in the next 15 miles. American 1095, affirmative. We had an aircraft in front of you that's 37 that reported something passed over him, and we didn't have any targets, so just let me know if you see anything pass over you. I don't know what it was. It wasn't an airplane, but it passed us going the opposite direction. Hey, it's American 1095. Yeah, something just passed over us. Like don't know what it was, but it's at least 3,000 feet above us. So yeah, it passed right over the top of us. Okay, American 1095, thank you. And American 1095, can you tell if it was in motion or just hovering? Make it out whether it was a balloon or whatnot, but it was just really either bright or had a big reflection on it, several thousand feet above us, going opposite directions. Okay, Roger. Déjà que cette bande audio soit rendue publique, c'est exceptionnel en Ouais. soi.
Mais ce qui est encore plus exceptionnel, c'est que le pilote ait accepté quelques jours plus tard de se livrer. C'est un type, le pilote est un type originaire d'Abilene, au Texas, et il a accepté de se confier à une station télé locale où il raconte son histoire, et on va voir un extrait de l'entrevue qu'il a donnée, et il explique bien que le centre de contrôle, et ce qui est assez amusant, c'est qu'il précise dans l'entrevue qu'il ne se trouvait pas au-dessus de la frontière de l'Arizona et du Nouveau-Mexique, comme l'ont laissé entendre les autorités de l'aviation civile, mais se trouvait exactement à la verticale d'une ville inoubliable dans le domaine des ovnis, Roswell. So Albuquerque Center asked us if we could look and just be on the lookout and see if we see anything. And I'm like, okay. So sure enough, I was looking out the windscreen because I wanted to see it if it was there. And yeah, I did. I saw it. It was very bright, but it wasn't so bright that you couldn't look at it. You know, you almost really wanted to look at it to try to figure out what it was. It didn't look anything like an airplane. But what was weird about it, normally if you have an object, you know, and if the sun's shining this way, the reflection will be on this side. But this was bright all the way around. And it was so bright that you really couldn't make out what shape it was. Il faut quand même préciser, Eric, que dans le cas des ballons atmosphériques et des ballons stratosphériques, je ne dis pas que c'était ça l'explication. Je me garde bien de dire ça. On en voit, mais c'est assez gigantesque. C'est gigantesque. Généralement, quand on parle de ballons, et très souvent, les amateurs d'OVNI vont avoir tendance à discréditer l'explication du ballon du revers de la main en disant « mais un ballon, ça peut pas être ça ». Et on a l'impression qu'un ballon, c'est ça. Dans la tête des gens, on imagine qu'un ballon atmosphérique ou un ballon météo, c'est gros comme un ballon de plage. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus gros même qu'une montgolfière. Hein? Certains ballons stratosphériques, et comme tu dis, on a présenté une image, une fois déployée, l'enveloppe peut être aussi grande qu'est haute la Tour Eiffel. Donc, ça montre de l'équipement aussi. Et là, ça montre de l'équipement. Il faut savoir que j'étais très surpris lorsque j'ai fait des vérifications avec le Bureau de l'aviation civile aux États-Unis, d'apprendre qu'il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire que les compagnies qui utilisent des ballons atmosphériques ou des ballons stratosphériques peuvent larguer ces ballons-là n'importe où, à n'importe quelle heure du jour. Attends, et on régule les drones, on régule pas ça. Tu as tout à fait raison. Et je te le dis, j'ai été scié en deux quand j'ai appris ça. Parce que tu comprends que ces ballons, lorsqu'ils montent, par exemple, à 35 ou 40 000 pieds d'altitude, qui est à peu près l'altitude moyenne des coursiers, là, des avions de transport civils, tu t'imagines que l'un de ces ballons-là, qui transporte en moyenne, ces ballons-là peuvent transporter jusqu'à 60-70 kilos d'équipement. Quand même. Alors, essaie de t'imaginer un peu l'impact d'un avion voyageant à 500 km/h qui reçoit en plein dans le pare-brise une masse d'équipements électroniques qui font 70 kilos. On court à la catastrophe. Un oiseau dans un réacteur. Voilà, c'est énorme. On connaît l'histoire là, des oiseaux qui étaient entrés dans un réacteur d'un appareil au décollage de l'aéroport de LaGuardia qui a dû se poser d'urgence sur la Hudson. Donc, imagine-toi recevoir dans le pare-brise 70 kilos d'équipement. Si aujourd'hui, aucun crash d'avion n'est imputable à une collision entre un ballon stratosphérique et un porteur civil, on court quand même à la catastrophe de ne pas réglementer le largage ou la mise en place de ces ballons-là. Quoi qu'il en soit, je ne dis pas que c'est ça l'explication, mais c'est sûr qu'on entend même le pilote dire « Je ne sais pas si c'est un ballon, mais je trouve ça curieux parce qu'il voyageait en sens inverse que de mon avion, puis il allait plus vite que le vent. » Donc, c'est quelque chose d'absolument étonnant. Et moi, ça reste, quand les pilotes, quand tu amènes des audios de pilotes, ça reste pour moi la preuve la plus tangible qu'il existe. Parce qu'en plus, un pilote, habituellement, c'est souvent des pilotes d'armée qu'on entend. Ils sont souvent dans le secret, selon moi. Le pilote dont il est question ici, M. Green, ce pilote a piloté, avant sa carrière d'avion dans l'aviation civile, il pilotait des B-1. Les B-1, c'était des avions espions de l'armée américaine. Là. Donc, c'est un pilote qui a une carrière militaire. Et tu fais bien de le mentionner, lorsque l'on parle de ces dossiers où il y a une observation d'OVNI par des pilotes, c'est ce qu'on appelle dans le langage des amateurs d'OVNI les dossiers aéronautiques. Et, à mon avis, ce sont les meilleurs dossiers. Pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, l'observation est colligée sur le vif. Ce n'est pas une observation on va accueillir le témoignage des mois ou des semaines après l'observation. Ça se fait en direct. Au moment où on entend la bande audio, le pilote le voit, l'objet, il le décrit, il dit ce qu'il voit. C'est ça, on en discute. Donc, on en discute. L'observation a cours à ce moment-là.
Dans bien des cas, il y a des données télémétriques, c'est-à-dire que parfois l'objet va apparaître sur le radar. On sait que certains avions sont équipés de radars. Ils ont également des petites balises de proximité. Si l'OVNI est trop près de l'avion, il va avoir cette balise de proximité qui risque de se déclencher à ce moment-là. Et bien sûr, donc au-delà de ces équipements télémétriques, de ces données télémétriques, l'observation, la collecte des données sur le vif, il y a bien sûr la qualité des observateurs. Oui. Parce que les pilotes, généralement, sont des gens aguerris. Ils savent reconnaître un autre avion en vol. Ils savent à quoi ressemble un avion sur lequel se reflète la lumière du soleil. Alors que nous, souvent au sol, on peut être dupé par ce genre de phénomène. Eux, généralement, savent reconnaître. Comme on dit, ils ne prennent pas des vessies pour des lanternes. Alors, quand ces gens-là sont étonnés par ce qu'ils voient, déjà, c'est surprenant. Et dans le cas présent, que le pilote accepte d'en parler de manière ouverte et médiatique, parce que généralement, pas qu'il y a une règle dans le domaine de l'aviation qui dit vous n'avez pas le droit d'en parler, mais on comprend que les pilotes, qu'ils soient sur American Airlines, sur Air France, sur Air Canada, on ne veut pas que le nom de la compagnie soit associé à ce genre d'histoire un peu fantaisiste. On ne voudrait pas que les gens commencent à dire « Ah, les pilotes d'Air Canada voient des ovnis, les pilotes d'American Airlines voient des ovnis. » Donc, on ne veut pas, en fait, hypothéquer ou handicaper la réputation de la compagnie. Donc, les pilotes, généralement, restent très discrets face à ce genre d'observation. Mais ici, non seulement on a eu les enregistrements audio de l'aviation civile américaine, mais ensuite le témoignage du pilote de ce vol 1095 de l'American Airlines. C'était très impressionnant. Vous restez là parce que dans quelques instants, on ne va pas clore un dossier, mais c'est une histoire dont on a déjà parlé, pour laquelle il y a eu du développement. Alors, ça clôt le bloc nouvelle. Je suis en train de regarder vos vidéos que vous nous avez envoyées aujourd'hui avec vos questions pour Christian. Il y en a un ou deux que je ne peux pas te montrer. OK. OK. Mais d'abord, on va y aller avec ton grand sujet de la semaine. On a déjà parlé d'une femme qui s'appelait Amelia Earhart, c'est ça? Oui. Une femme qui était disparue, puis il y avait une histoire en arrière de tout ça que tu vas nous résumer dans quelques instants. Mais il y a du nouveau dans cette histoire-là. Oui. Il faut d'abord essayer de replacer le contexte historique. Parce que quand on parle d'Amelia Earhart, on parle d'une héroïne de l'histoire de l'âge d'or de l'aviation. C'est difficile pour les gens qui nous regardent à la maison de s'imaginer un peu le statut de ces pilotes, de ces aventuriers de l'air. Parce qu'aujourd'hui, le vol, le domaine de l'aviation, c'est devenu quelque chose de tellement courant. Les gens prennent l'avion comme on prend notre voiture maintenant. Mais il faut savoir que dans les années 20 et les années 30, c'était encore un domaine qui était réservé qu'à des aventuriers, des têtes brûlées. Et les gens, les pilotes et les piloteux, parce qu'il y avait également des femmes qui se lançaient un peu dans cette conquête du ciel, ces gens-là avaient littéralement des statuts de rockstar, que ce soit Charles Lindbergh, que ce soit Amelia Earhart. Les gens se déplaçaient en nombre pour les voir. Lorsqu'ils faisaient un exploit, il y avait des défilés. On espérait, on rêvait d'être le nouveau Charles Lindbergh. C'est ça. C'était quoi les exploits de l'époque? Parce qu'on est habitué maintenant au Surfing Bird et compagnie. Tout ça commence avec des exploits. C'est Blériot qui va traverser la Manche, Lindbergh qui va traverser l'Atlantique. Ce sont de longues distances. Des vols longue durée, des records de vitesse qui vont être acquis par ces pilotes-là. Donc, ces gens-là ont des statuts de rockstar. Amelia Earhart fait partie de ces gens-là. Donc, elle commence à s'imposer dès 1922. Elle fait des records des vitesses, des records d'endurance. Elle devient la première femme à traverser l'Atlantique. Donc, on la surnomme même Lady Lindy, en hommage à Lindbergh, parce qu'elle suit un peu les pas de Lindbergh. Et puis voilà qu'elle annonce, en 1937, elle annonce qu'elle va faire le tour du monde avec un avion, ce qui n'a jamais été fait. Donc, les gens, et pour faire ça, bien évidemment, son exploit, elle mise sur deux choses. D'abord, un copilote et un navigateur qui s'appelle Fred Noonan, qui va la guider dans le trajet. En fait, c'est un ami? En fait, il fait partie d'une sorte de communauté de navigateurs. Comme on est dans ce domaine naissant de l'aviation, bien évidemment, des gens, des spécialistes de cartes, des gens qui savent lire des topographies. Donc, il fait partie de ces gens-là, très aguerris à la lecture de cartes, les compas, tout ça. Il est parfait. Donc, il est l'homme de la situation. Donc, Amelia Earhart va s'associer avec ce Fred Noonan et bien sûr, elle mise sur son appareil. Son appareil est un Lockheed Electra qui a été spécialement modifié pour pouvoir faire cet exploit. Donc, ça devient presque un réservoir de carburant volant. On s'entend bien, c'est un bimoteur, mais
toute la place est à peu près réservée au carburant. Mais il y a du ravitaillement de prévu, elle va arrêter. Bien sûr, quelque parce part. qu'elle ne peut pas faire le tour c'est du ça. monde à ce moment-là OK. d'un seul coup d'aile. D'ailleurs, c'est assez amusant ce que tu mentionnes parce qu'en début d'année, donc au début de 1937, elle va commencer, son idée c'est de partir de la Californie, rejoindre les îles Hawaï, l'île Howland et ensuite faire en fait une traversée en se dirigeant vers l'ouest, d'est en ouest. OK. Malheureusement, elle quitte la Californie, se rend à l'île d'Hawaï, mais au moment de quitter Hawaï, de quitter Honolulu, elle s'écrase sur la piste. Donc, un coup de vent latéral, l'avion va tanguer et elle s'écrase en bout de piste. L'avion est ramené aux usines de Pas de Californie. dommage, elle n'est pas blessée. Non, elle n'est pas blessée, OK. ni Noonan, mais l'appareil est sérieusement endommagé. Donc, il est ramené en Californie, il est reconstruit littéralement, et là, elle va entreprendre ce voyage, mais elle va l'entreprendre en suivant une trajectoire inverse. Elle va plutôt partir de la Floride OK. et s'en aller, mais ensuite vers l'est. Donc, elle fait une traversée de l'ouest vers l'est. OK. Donc, elle quitte, donc en mai 1937, elle quitte l'aéroport de Miami. Et là, elle rejoint l'Amérique du Sud, le Brésil. Elle rejoint ensuite l'Afrique. Et là, elle va longer en suivant plus ou moins l'équateur. Et cela nous amène à ce 2 juillet 1937. Elle est à La Haye, en Nouvelle-Guinée. C'est la dernière étape du vol, mais l'étape la plus difficile également. Elle doit rejoindre une île au milieu de la Micronésie, au milieu de l'océan Pacifique, qui est l'île Howland. Et l'île Howland, c'est aussi bien dire, là, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. OK, ah oui. Donc, c'est vraiment au milieu de nulle part. C'est au milieu de nulle part. On a aménagé une piste d'atterrissage spécialement pour l'Electra. Quand même. Donc, on va le ravitailler à ce moment-là. Les gardes-côtes américains mouillent d'ailleurs à 1 kilomètre de l'île. On a envoyé un navire spécial, l'Itasca, qui est là, qui va servir dans la dernière portion du vol à guider les aviateurs pour qu'ils se posent sur l'île Howland, OK. pour qu'ils puissent se ravitailler. Et ensuite, c'est Hawaï. Donc, on décolle de ce matin-là, donc au matin du 2 juillet 1937. C'est un Fred Noonan et une Amelia Earhart fatigués. Ce sont d'ailleurs les dernières images que nous aurons d'eux. On voit, ils ont les traits tirés. Ils montent à bord de l'appareil qui quitte l'aéroport de La Haye. Et là, les choses vont aller de mal en pis. Donc, mauvaise température, les heures s'écoulent. Et là, à un moment donné, parce qu'on a quand même pratiquement 20 heures de vol avant de rejoindre Howland. Donc, tu t'imagines un peu la traversée. Donc, on quitte. Et là, les heures s'écoulent. Les conditions météo sont plutôt exécrables. Et là, va se produire quelque chose de tout à fait étonnant. Au milieu de la nuit, Amelia Earhart va commencer à communiquer avec l'Itasca. L'Itasca, c'est ce navire ravitailleur, en fait, le navire ravitailleur plutôt, le navire escorteur de la garde américaine qui mouille aux côtés de Howland, et on va et il doit guider l'appareil pour se poser à Howland. Amelia Earhart communique avec l'Itasca. Elle raconte que les conditions météo sont exécrables, mais que tout va pour le mieux. Et à la levée du jour, l'Itasca tente de communiquer avec l'Electra, mais n'y arrive pas. Visiblement, quelque chose ne fonctionne pas bien avec l'émetteur radio d'Amelia Earhart. Elle est entendue, mais elle n'entend pas. Mais visiblement, elle ne reçoit OK. pas. Et au moment où le jour se lève, à un moment donné, Amelia Earhart contacte l'Itasca et dit « Je dois être au-dessus de vous, je ne vous vois pas et je ne vois pas l'île. » Et là, ça pose un sérieux problème parce que dans l'île, on a allumé un feu qui doit se voir à des dizaines, sinon des centaines de kilomètres à la Elle n'est même pas au-dessus de cette île-là. et elle est ne ailleurs, voit là. absolument rien. Oh my God. Alors, on essaie de communiquer avec elle. Jamais on va réussir à établir le contact. Et dans les dernières communications, là, il est à peu près 7 ou 8 heures du matin, Amelia Earhart dit « Je ne vous vois toujours pas. Je vais voler du nord au sud. Je vais essayer de retrouver l'île Howland, de retrouver où nous sommes. » Et ce sera les dernières communications radio. On ne retrouvera jamais Amelia Earhart, ni l'Electra, ni Fred Noonan. Dans Mais il y les aura jours qui toujours vont suivre... des photos après ça qui vont circuler. Oui, parce aussi, que dans les jours qui vont suivre, évidemment, on va envoyer des équipes sur place. Hein. L'armée, le gouvernement américain va envoyer des navires pour essayer de retrouver l'aviatrice. Et finalement, on va conclure, on est le 19 ou le 20 juillet 1937, on va conclure à la perte de l'appareil et de la mort de son pilote et de la pilote et du navigateur. On n'a pas les outils, on n'était pas équipés pour faire des recherches approfondies. Évidemment, on va explorer quelques îles. Il y a des archipels aux alentours, des îles inhabitées. On va survoler ces îles-là dans l'espoir de trouver quelque chose. On ne trouve rien. Encore une fois, il faut se rappeler que les conditions météo sont vraiment exécrables. Et puis, les recherches sont abandonnées. Amelia Earhart est passée à l'histoire.
Et là, très rapidement, des rumeurs vont commencer à circuler. Si elle n'était pas là où elle disait être, et là, une rumeur, est-ce qu'elle n'aurait pas agi comme une espionne? Alors là, donc, les théoriciens du complot imaginent qu'Amelia Earhart aurait accepté, sous le couvert du secret, de survoler les îles Marshall ou les îles de Saipan, qui étaient sous domination japonaise. Je te le rappelle, on est un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'était dominé par les forces nippones. Donc, on se dit, est-ce qu'Amelia aurait pu survoler ces îles-là pour faire un travail d'espionnage? Est-ce qu'elle aurait été capturée par les Japonais? Est-ce qu'elle aurait été exécutée? Pourquoi elle est là? Déjà... Voilà, déjà dans ces histoires. Mais c'est un peu absurde parce que si elle avait réussi à faire ça, si elle s'était engagée dans un vol d'espionnage de la sorte, elle n'aurait pas pu se poser nulle part ensuite pour se ravitailler. Donc, c'était une mission suicide. Puis parle-moi de cette photo-là. L'an dernier, le réseau History Channel aux États-Unis, nous ont présenté un documentaire de 2 heures sur la foi d'une photographie qui avait été découverte par un historien amateur dans les archives américaines. Et sur cette photo, c'est assez surprenant parce qu'elle a été prise visiblement dans les années 30, quelque part aux îles Marshall, qui étaient dominées par les Japonais à l'époque. Et on voit sur un quai, ce sont les 2 personnages qui sont les vedettes de notre photo, sont assez éloignés de la caméra. On voit un homme parmi d'autres gens qui a un type plus ou moins caucasien, qui pourrait peut-être ressembler à Fred Noonan. Et on voit un petit peu plus loin une personne accroupie de dos, qui peut être Amelia Earhart, mais qui peut être à peu près n'importe qui. Et sur la foi uniquement de cette photo, on nous dit, voilà, une photographie aux îles Marshall, 2 types qui pourraient correspondre à Fred Noonan et Amelia Earhart. Et évidemment, on va faire un documentaire de 2 heures là-dessus. Mais malheureusement pour Historia, c'est un peu la honte parce que dès qu'il y a eu la diffusion de ce documentaire... Pour History Channel, tu Pour History Channel, pardon. Pour History Channel, dès que le documentaire a été diffusé, et de véritables historiens n'ont pas été longs à retracer la véritable origine de la photographie. Et la photographie avait été publiée dans un livre de photos en 1935, un livre de photos japonais. On est 2 ans. En 1935, Amelia Earhart et Fred Noonan se la coulaient douce aux États-Unis. Donc, c'est pas lui, c'est pas elle, c'est pas la bonne année. Voilà, donc c'est pas la bonne année. Ce qui n'a pas empêché quand même un réseau de télévision québécois de récupérer le documentaire et de le présenter même sans mise en garde. Mais au moins, History Channel aux États-Unis a eu la décence de le retirer de sa liste des rediffusions. OK, ça a joué une fois, ça se termine. Ça a joué une fois, ça se termine. OK, fait que cette histoire-là, on l'élimine. On l'élimine. C'est pas une espionne. C'est pas une espionne. OK. Donc, on en revient, et là, c'est un peu notre grosse nouvelle, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, ça fait énormément jaser. Il faut savoir que dans ces îles dont je t'ai parlé, donc on se dit, si Amelia Earhart n'a pas pu trouver l'île d'Orléans, est-ce qu'elle aurait tenté de se poser sur une des îles, des archipels des alentours? Et on avait un archipel, l'archipel des îles Phoenix, et il y avait une île, un atoll en fait, qui était un bon candidat, qui était l'île de Nikumaroro. À l'époque, on l'appelait Gardner Island. C'est superbe, ça. Donc, l'île de Nikumaroro. Et là, on se dit, est-ce qu'elle aurait pu tenter de se poser sur l'île de Nikumaroro? Il faut savoir qu'au lendemain de la disparition d'Amelia Earhart, un avion est passé au-dessus de cette île, mais on n'a rien vu. Mais il faut dire que les conditions étaient exécrables, on n'a pas vu de traces ou quoi que ce soit, donc les pilotes ont rempli un rapport en disant, on est passé au-dessus de l'île, et voilà, c'est un peu bâclé. Et là, ces îles, cet archipel des îles Phoenix, dans les années 30, fin des années 30, début des années 40, était sous domination britannique. Et en 1940, on a tenté d'y implanter une petite colonie insulaire. Il faut savoir que l'île est inhabitée. Donc, on tente d'implanter une colonie insulaire. Et en faisant un travail de défrichage, on va retrouver sur une partie nord-est de l'île, on va trouver 13 os humains. Okay. En fait, presque un squelette. Et parmi ces os, on a un crâne. Les gens donc, qui travaillent au travail de défrichage vont récupérer ces ossements. Il y a là aussi une boîte de compas, une chaussure de femme qu'on va trouver. Tout ça fait du sens. Tout ça fait du sens. Et on va donner ça à un type qui s'appelle Gerald Gallagher, qui est l'administrateur de cette petite colonie insulaire. On lui remet ça. Lui va l'envoyer à ses supérieurs aux îles Fidji, qui, eux, éventuellement, vont les faire parvenir à un pathologiste local et qui, lui, va procéder à un examen, le docteur David Woodless.
Et ce David Woodless va analyser ces ossements, mais on est en 1940. Donc, C'est pas la même technique les aujourd'hui, ossements là. arrivent sur son bureau, on est fin 1940, début 1941. Il procède à l'analyse de ces ossements et bien sûr, la science médico-légale de l'époque, on se basait sur des approximations. Par Il n'y a exemple, pas l'ADN à l'époque. non, donc C'est si ça. j'étends mes bras de gauche à droite, comme Ouais. ça, la longueur du bout de mon majeur à l'autre bout de mon majeur doit faire à peu près ma hauteur, ma grandeur. Donc on sait OK. qu'on a des règles, comme celle-là, un peu des règles statistiques de nombre qui représentent des proportions humaines. Donc, on se dit, donc à partir de ces détails-là, le docteur David Woodless va travailler sur les ossements et ses conclusions de 1941, son Oui. rapport est publié au printemps 1941, ses conclusions, les ossements découverts, parce qu'à ce moment-là, on a quand même la rumeur qu'il pourrait s'agir des ossements d'Amelia on y a Earhart. pensé. On y a pensé, OK. on s'est dit, oh, des ossements découverts sur une île, Un combat, dans les chaussures, îles, tout ça, ouais, ça se un peut, combat, OK. ça pourrait. Donc, la rumeur circule. Est-ce qu'il s'agirait des ossements d'Amelia Earhart? Et le docteur Woodless va fermer la porte en disant non, les ossements en question sont ceux d'un homme d'à peu près 50 ans. Il devait mesurer à peu près 1,65 m et il suppose qu'il devait s'agir d'un Européen ou peut-être d'un métis entre un Européen et un Polynésien, mais visiblement un naufragé qui a trouvé la mort sur l'île de Gardner Island, qui est devenue l'île de Nikumaroro. C'est un petit peu à côté de ces pompes. Voilà. Un petit peu. Et ça, ce rapport-là, malheureusement, les ossements, on les a perdus. Mais on a encore le rapport médical du docteur Woodless, qui OK. est gardé aujourd'hui aux archives de Karibati, qui est un peu l'administration, en fait, la communauté là, qui gère les îles. Il faut que ce soit très, très détaillé, ce genre Voilà. de rapport. Et voilà qu'il y a un scientifique, un professeur, Richard Jans, qui est professeur émérite à l'Université du Tennessee, professeur d'anthropologie, OK. qui s'intéresse à l'affaire Amelia Earhart. Il décide, lui, de revoir l'expertise médico-légale du docteur Woodless. OK. Et là, mais à partir, et bien sûr, d'une connaissance médico-légale de 2017-2018. Voilà. C'est autre chose, là. C'est autre chose. Et en refaisant des calculs, il s'aperçoit que le docteur Woodless, à l'époque, avait erré sur plusieurs détails. OK. Et en faisant les corrections nécessaires, il arrive à un degré de certitude très élevé, je crois que c'est 90 c'est un article qui a été publié dans le Forensic Anthropology il y a quelques semaines à OK. peine. Il arrive à un degré très élevé, je crois que c'est 90 que ces ossements sont ceux d'une femme, et cette femme était une Européenne, et le gabarit, la dimension, la grandeur, la grosseur des os permettent de croire qu'il s'agissait bel et bien des ossements d'Amelia Earhart. Ça fait beaucoup de sens. Ça fait Une beaucoup île de qui sens. est inhabitée, Ouais. sur laquelle on retrouve des ossements, un compas, une chaussure de femme. Je vois pas Ouais. beaucoup de... Il faut- Non, ce qui fait... On n'a jamais retrouvé l'avion. Non, on n'a pas retrouvé l'avion. Il faut quand même le dire, depuis quelques années, il existe un groupe aux États-Unis dont le travail, l'objectif premier, de retrouver des avions légendaires qui auraient été perdus. On a essayé de retrouver l'oiseau blanc, bon, ce genre de trucs-là. Et ces gens-là, parmi le projet qui tient là-haut, le haut de la pyramide, il y a retrouvé Le Lockheed. l'avion d'Amelia Earhart, le Lockheed Electra. Et c'est vrai que l'île de Nikumaroro est une cible favorisée par l'équipe de ce groupe, Tiger, qui s'appelle. Et ces gens-là ont mené 6 ou 7 expéditions dans l'île de Nikumaroro. Jusqu'à maintenant, ils n'ont rien trouvé, en dehors de ces ossements qui ont été trouvés en 1940, là, ils n'ont rien trouvé qui permet de conclure à la présence d'Amelia Earhart. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai mentionné, qu'on a tenté d'installer une communauté insulaire au début des années 40. Ça, on a abandonné le projet en 1946 parce qu'on ne trouvait pas de moyen d'avoir de l'eau potable. Puis il faut savoir que le lagon au milieu de l'île, c'est de l'eau salée, puis on n'a pas trouvé encore de moyen facile de désaliniser l'eau. OK. Donc, on a abandonné le projet d'établir une communauté insulaire. Mais il faut savoir que durant la Deuxième Guerre mondiale, à un bout de l'île, les Américains avaient installé quand même une petite base de ravitaillement militaire qui était là. Donc, c'est vrai que le groupe de Tiger, qui ont mené, comme je l'ai mentionné, plusieurs expéditions dans l'île de Nikumaroro, ont trouvé des bouts de tôle, des vis, des petits trucs comme ceux-là, qui pourraient peut-être venir de l'Electra, mais qui pourraient venir aussi de cette occupation plus ou moins soutenue qu'il y a eu dans l'île. On voudrait bien trouver les débris de l'appareil, parce que l'Electra, on le comprend, il était fabriqué surtout en aluminium. C'est une matière qui se désagrège rapidement sous l'eau, mais les parties les plus lourdes de l'appareil, comme les moteurs ou le train d'atterrissage, devraient être dans les eaux peu profondes qui entourent l'île. Et si on se fait la carte que tu nous as fournie avec le point qui nous montre où on a trouvé des ossements, c'est quand même près de l'eau. Ouais, c'est l'avion, tout près de l'eau. elle aurait pu être éjectée et l'avion aurait pu tomber à l'eau. Exact. Donc, il faut espérer qu'éventuellement,
éventuellement, de nouvelles recherches seront menées sur place et avec, bien sûr, cette confirmation, cette quasi-certitude maintenant que les ossements trouvés étaient ceux d'Amelia Earhart, on comprend que les gens de Tigard et tous ceux qui s'intéressent à l'énigme d'Amelia Earhart seront encore plus tentés de se rendre dans l'île de Nikumaroro pour mener d'autres expertises. Juste pour aller voir la place, ça a vraiment l'air très, très beau. Oui, absolument. Il faut dire que toutes les îles de la Micronésie, hein, évidemment, on pense immédiatement aux Fidji, mais il y a plein de ces petites îles qui existent en Micronésie qui sont toutes des îles paradisiaques. On se porte un Club Med? Ah oui! OK. Je vais faire un appel. Non, je vais regarder les questions que les gens nous ont envoyées. Oui. En pleine émission française. Et je vais te montrer donc les vidéos que nos téléspectateurs nous ont envoyées parce qu'il y a des belles questions pour toi et je t'invite à y répondre. On évoque la première. Bonjour Éric, bonjour Christian, bravo le Lab Secret, c'est super génial comme émission. Moi c'est Patrice, j'ai 38 ans, je me suis toujours intéressé à ce qui aborde le paranormal, mais rendu à mon âge, avec tous ces gens qui ont fait des recherches et qui nous ont apporté des supposées preuves, il n'y a jamais rien eu de concret et de convaincant. Comment qu'on fait dans ce temps-là pour demeurer motivé et ouvert d'esprit face à tout ce qui aborde le paranormal? Honnêtement, je commence à me poser la question. Bonne journée! C'est-tu de la question, ça? Oui, bien dit, bien exposé, j'adore ça. Donc, comment reste-t-on motivé? Ben, écoute, Éric, je pense que je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans l'émission, puis en fait sur toutes les tribunes où je me retrouve. C'est vrai que dans le domaine du paranormal, il y a facilement 90 à 95% de trucs qui sont rapportés dans la littérature, dans les médias ou peu importe, qu'on peut écarter du revers de la main. Pour lesquels on a soit une explication. On a des explications où c'est faux. Ce sont des trucs qui ont été montés un peu en épingle pour divertir. 95%. Donc, on a 95% là, qui est un peu de la frime. Okay. Mais il y a un 5%, on a un noyau dur là, de 5% Ouais. d'événements. Je n'irai pas jusqu'à dire surnaturel, parce que peut-être que le surnaturel, c'est peut-être la science de demain. Peut-être que la science de demain va expliquer. Hein? Bon. Mais disons que pour l'instant, ce sont 5% d'événements qui défient nos connaissances scientifiques. Donne-moi un que toi, tu n'es pas capable d'expliquer en date. Moi, par exemple, un des phénomènes que je trouve les plus extraordinaires dans le domaine du paranormal, ce sont les phénomènes de poltergeist. Oui, les phénomènes de poltergeist, ce sont des phénomènes, dans certains cas, qui ont été bien documentés. Je pense que je n'avais déjà parlé à l'émission. L'une des histoires de poltergeist où j'ai été un peu confronté par la bande, c'est de retrouver des policiers à St. Catharines, en Ontario, qui, en février 1970, avaient enquêté sur une affaire de poltergeist. Il faut savoir que, donc, pendant plusieurs jours consécutifs, des manifestations se produisaient dans un petit appartement de Church Street, et ces policiers-là, donc, évidemment, on retournait au poste, on racontait une histoire tout à fait incroyable. Alors, le collègue suivant disait, écoute, je prends mon car à 4 heures, je vais y aller aussi. Et chaque policier était témoin de phénomènes tout à fait surprenants. Et parmi l'un de ces phénomènes les plus extraordinaires qui m'a été raconté, l'un des policiers, l'agent Crawford, me dit, je rentre dans une pièce, je rentre en fait dans l'appartement, et là, je vois un petit attroupement devant une des chambres, devant la chambre des 2 enfants, parce qu'on avait 2 jeunes garçons. Et au moment où il s'approche, cet attroupement, les gens se tassent, Crawford rentre dans la pièce et il dit, écoute, le lit flottait dans l'air. On avait la tête du lit qui était à côté sur le plancher, mais le pied du lit flottait facilement là, à 30-40 cm du sol. Et dit, quand je me suis appuyé sur le montant, je l'ai replacé sur le sol, je l'ai relâché, le pied du lit est remonté. Il n'y avait pas de corde, pas de mécanisme de trompe-l'œil, il n'y avait personne en dessous du lit. Et ce phénomène-là a duré plusieurs minutes avant que le lit se repose sur le plancher. Et quand tu as 7-8 policiers, tout le corps de police, en fait, de St. Catharines qui ont été témoins de ces manifestations, c'est difficile de croire en une arnaque, croire à la fraude, et je ne crois pas que cette famille-là aurait réussi à tromper tout le corps policier. Donc, on a des manifestations qui se sont produites pour lesquelles, en ce qui me concerne, je n'ai aucun doute sur la réalité de la manifestation. Mais je ne connais pas la mécanique derrière. Je ne sais pas quel est le mécanisme du poltergeist. Mais ça fait partie de ce 5%, de ce noyau de 5%. Tu t'accroches à ce 5%. Pour lesquels je n'ai pas d'explication. Puis moi, je suis à 0%. J'aimerais savoir un petit peu de ton 5. Je n'ai jamais rien vu de ma vie. Ouais, mais bon, Yann, que j'aime ça. Alors, merci, mon cher, pour ta question. On y va avec Tommy Auger maintenant. Messieurs, merci de répondre à nos questions. J'aimerais savoir, selon vous, peut-être votre top 3 des documentaires sur le paranormal les plus pertinents sur Netflix. Merci. C'est tellement, pour moi, un objet de consommation important, Netflix. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu as vu sur Netflix que tu trouves intéressant? Ben, il y avait un truc sur les théories du complot, donc une série documentaire sur les théories du complot qui était relativement bien. C'est-à-dire qu'on présentait les éléments du complot
et on essayait de façon plus ou moins soutenue de vérifier la vraisemblance de cette théorie. OK. Donc, c'était Conspiracy Theory. Donc, c'était... Que j'ai vu. T'as vu? Oui, donc, j'ai il vu. était plutôt bien. Oui. Pour le reste, je dois t'avouer, dans le domaine des ovnis notamment, j'aurais même pas de top 3 d'ovnis. Ouais, dans les ovnis, non, peut-être pas. Je vais me limiter à ça. Mais écoute. Destination Truth, est-ce que tu avais aimé ça? Oui, ça, Destination Truth, c'était vraiment excellent parce que Bill Gates, oui, c'est Josh Gates. Josh Gate. Josh Gates, qui Oh, c'est est... peut-être son fils, on sait pas. Josh Gates, c'est un animateur qui est extraordinaire. Oui. Et la façon dont il aborde les sujets, c'est toujours un peu mi-figue, mi-raisin. On n'est jamais sûr s'il y croit vraiment. Oui. Il jette parfois des regards un peu interrogateurs à la caméra. C'est très bien. C'est Oui. vraiment très amusant de la façon dont il le fait. Et, ben oui, effectivement, Destination Truth, C'est un bon choix. Moi, j'ai beaucoup bon aimé choix. cette série-là. On y va avec une autre question, bouge pas, de Pascal Chevalier. Bonsoir Eric. Bonsoir Christian. J'espère que ça va bien. J'aurais une question concernant les pyramides. Christian va parler comme quoi les archéologues avaient fait passer un tuyau dans un espace que croient les archéologues qu'il y aurait une ancienne momie. Ça serait bien de savoir si vous avez des nouvelles. Merci. Éclaircis-moi ça, parce que je pense que j'ai vu un documentaire sur Netflix là-dessus, mais je veux juste être certain qu'on parle de la même chose. OK. Il y a quelques années, en fait 3 ou 4 ans maintenant, le gouvernement égyptien a autorisé des chercheurs à mettre de l'avant un projet qu'on a appelé Scan Pyramids. Ce projet-là consiste littéralement à radiographier certains grands monuments de l'Égypte antique, les pyramides, certains tombeaux de la vallée des rois. Donc, essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Et on a donc on a radiographié la grande pyramide de Khufu, qu'on appelle aussi pyramide de Khéops. Là, OK. la grande Oui, pyramide OK, celle-là. du plateau de Gizeh. Et on a découvert dans la grande galerie, il faut savoir que les pyramides, ça ressemble, la grande pyramide ne ressemble pas à l'image que l'on se fait dans Astérix. Là. Tu sais, Non. Astérix et Cléopâtre. Je pense que c'est assez étroit. Ouais, c'est-à-dire que dans Astérix, c'est une espèce de labyrinthe, de dédale, alors que c'est plutôt sobre à l'intérieur de la Ouais. pyramide. On a un corridor qui descend, qui amène à la chambre de la reine, et un corridor qui monte, qui amène à la chambre du roi, et c'est à peu près tout. Pas de corridor qui mène aux toilettes? Et dans cette grande galerie, la grande galerie principale qui mène à la chambre du roi, on a découvert, en faisant ce projet de scan pyramide, on a découvert au-dessus de la galerie, il y a un espace vide qu'on ne savait pas. Donc, OK. que ça nous a révélé cette recherche-là. Mais il n'y a nous a révélé personne qui va leur donner le droit de rentrer là. ce grand espace. Alors, bien sûr, évidemment, on doit imaginer des systèmes le moins invasifs possible et le moins destructifs possible pour pouvoir faire cette exploration. Et qui plus est, la Grande Pyramide, tu l'auras bien compris, c'est le nec plus ultra des monuments de l'Égypte antique. Ben oui. Alors, comme on sait maintenant que cet espace-là, il existe et c'est un très grand espace, évidemment, on se demande qu'est-ce qu'il peut contenir. Est-ce que c'est simplement un espace que les constructeurs auraient laissé dans le but d'alléger le poids de la construction, le poids des pierres sur la grande galerie? On aurait pu laisser cet espace. Oui, ça pourrait être une chambre pour un autre cercueil, un autre membre de la mais famille. disons, et c'est bien que tu le mentionnes parce que les architectes, les archéologues qui sont spécialisés dans l'architecture des pyramides ne croient pas, c'était pas vraiment une technique utilisée par les architectes de laisser des espaces vides pour alléger le poids. Non, ils ne font pas d'au cas où. Donc, s'il y a un espace, il devait être utilisé pour quelque chose. OK. Alors, les historiens, évidemment, spéculent. Ce que pose comme question notre téléspectateur, c'est, qu'est-ce qu'il en est de cette chambre-là? Qu'est-ce qu'il advient de la recherche? Elle n'a pas eu lieu encore, cette recherche. OK. C'est-à-dire que là, au moment où on se parle, et c'est bien de le mentionner, c'est sûr que le département des antiquités égyptiennes est excessivement concis dans les recherches qu'il va autoriser. Or, comme le projet de Scan Pyramide est un projet qui est principalement organisé par des équipes de chercheurs français, ce sont des chercheurs français qui ont imaginé comment on pourrait explorer cet espace. Il consisterait à percer un tout petit trou vers l'espace en question. Okay. On pourrait introduire un tuyau à l'intérieur de ce trou jusqu'à l'espace vide en question. Une fois de l'autre côté, le tuyau s'ouvrirait et on aurait une caméra qui serait attachée à une enveloppe. Okay. L'enveloppe se gonflerait et là,
Ça ferait un peu comme une espèce de drone. OK. Et on pourrait guider ce drone à l'intérieur de l'espace vide pour voir s'il contient une momie, contient des trésors, peu importe. Est-ce qu'on ne peut que filmer ou aussi prendre des données? Non, on ne pourrait, dans le projet proposé par les Français, on ne pourrait que filmer. Donc, OK. on aurait une observation visuelle de l'espace en question. Et ensuite, une fois les images tournées, le robot réintégrerait son espace dans le tuyau et serait absorbé vers C'est l'extérieur, fou! littéralement absorbé Wow! à l'extérieur. Mais au moins, on aurait des images à ce moment-là. Et sur la foi de ces images, ça serait au département des Antiquités égyptiennes d'autoriser ou non des fouilles plus concises, donc de pénétrer à l'intérieur de l'espace. Peut-être qu'il n'y a absolument rien, OK. ou peut-être y a-t-il des choses excessivement de valeur, mais il faudra attendre cette exploration qui, pour l'instant, n'est pas encore faite. C'est un projet qui demeure sur les planches à dessin pour l'instant. On est à développer la technologie nécessaire, parce que tu le comprendras, il faut le moins possible endommager le monument pour pouvoir mener à bien cette Puis, exploration. un mur comme ça doit être friable en plus. Alors même si tu dis un petit trou, ça peut peut-être des fois mener à des catastrophes. Effectivement, là. absolument. Merci de ta question, mon cher. On termine avec une dernière. Allô, la question est pour Christian. Tu sais qu'un des endroits les plus hantés au Québec, c'est l'asile de Sainte-Clotilde-Orton. Et une rumeur comme quoi on allait le démolir bientôt. C'est vrai? Mais est-ce quelqu'un qui voulait garder son anonymat? Alors, c'est une question sérieuse, Christian. Alors, l'asile de Sainte-Clotilde. Hein? Est-ce qu'on va le... Est-ce que c'est vrai qu'on va le démolir? Je sais pas si on va le démolir, mais on peut plus le visiter, en tout cas. Ah non, c'est ça. Il y a des problèmes de sécurité. Parce que je me rappelle que... Il y avait des problèmes de sécurité, en effet. Pourquoi tu parles comme une madame quand tu ris? Qu'est-ce que t'as? Le propriétaire, donc, le propriétaire des lieux qui avait acheté le terrain avec l'asile, évidemment, avait d'abord évalué l'idée, le projet de faire démolir l'asile. OK. Hein, il voulait exploiter les terres, mais de jeter à terre l'asile lui aurait coûté au bas mot, dit-il, hein, c'est 1 million de dollars. Donc, OK. évidemment, ne voulant pas financer ça, parce qu'il faut dire qu'il a acheté un peu les terrains pour une bouchée de pain, là. C'est ça, OK. Mais l'asile était sur les terrains, donc le jeter à terre lui aurait coûté 1 million de dollars. Donc, comme il ne voulait pas faire ça, et comme au début, il a essayé d'empêcher, il a mis un frein aux explorations urbaines. Même le party annuel d'Halloween, cette année, n'a pas eu lieu à cause de ça. Voilà. Donc, il a essayé de mettre un frein à cette exploration urbaine, parce que, bon, c'est sûr que les lieux sont quand même assez dangereux. Puis là, bien évidemment, il y a toutes ces rumeurs de hantises qui entourent les lieux. Mais comme il n'y arrivait pas, puis comme il devait engager un gardien 24 heures sur 24 pour surveiller les lieux, parce que les gens y allaient quand même à la tombée de la nuit. Oui. Alors, il a décidé finalement de permettre aux gens de se rendre quand même sur place, moyennant quelques dollars. Donc, Ah, je savais pas ça. Donc, il faisait une espèce de commerce. OK. Pour entendre, un commerce, un droit de passage, plutôt. Oui, c'est ça, exact. OK. Donc, les gens allaient là, puis là, bon. Sauf qu'effectivement, l'endroit reste dangereux et éventuellement, les responsables de la municipalité lui ont fait savoir qu'il faudrait dorénavant qu'il interdise l'accès aux lieux. OK. Donc, au moment où on se parle, on ne peut plus visiter l'asile de Sainte-Clotilde de Horton. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que le propriétaire des lieux compte démolir le bâtiment incessamment? Je ne pourrais pas te répondre là-dessus. Mais je sais que maintenant, c'est inutile de se déplacer pour se rendre sur place. Maintenant, ce n'est plus seulement le choix du propriétaire de ne plus permettre de visite. C'est vraiment un arrêt municipal là, qui l'interdit de faire ça. En fait, la seule raison de sortir là, c'est pour aller au Madrid. Absolument. C'est la même sortie. Là. Ouais. Puis si tu vas de l'autre bord, la route est plutôt endommagée. Ouais, beaucoup de nids de poules avant d'arriver à l'asile de Sainte-Clotilde. Avant d'arriver et de voir les fantômes, tu risques d'évoquer tous les saints du paradis. Bon, ben, on va vous souhaiter une belle semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci en passant pour vos questions vidéo. C'était vraiment cool. Ça, on va refaire ça. J'ai adoré ça. Ouais, et restez là pour la version 2.0 d'ici 2022. On va arriver avant ça, jouer le jeu. À bientôt. Salut. Ciao.